Voilà, donc on va essayer de parcourir un petit peu l'histoire, dans un premier lieu, de ce que nous dit un peu la science sur ce qu'est le contrôle postural. Et par la suite, au travers de cas un peu plus pratiques, je vais essayer humblement de vous montrer quel travail nous pouvons fournir à partir de cette étude du contrôle postural du cavalier. Donc, nous aurons une première partie donc plutôt théorique. Je vais essayer de pas trop m'attarder, de pas être trop complexe, mais surtout, j'espère que ce qui va vous intéresser surtout, c'est les différentes étapes de notre bilan postural, des outils que l'on utilise, leur intérêt. Et puis, au travers de ces deux cas pratiques, j'espère que ça va générer un certain nombre de questions, que vous allez vous reconnaître et que vous allez pouvoir me donner d'autres billes pour avancer. Alors, le contrôle postural, on en a une connaissance, bien entendu, qui est au départ très biomécanique, c'est-à-dire qu'on étudie les forces qui s'appliquent sur l'être humain et on essaye de savoir comment il se débrouille pour essayer de tenir en équilibre et de résister contre la gravité. Mais en fait, le contrôle postural, c'est une discipline, c'est un champ d'études scientifique et clinique, bien entendu, qui est situé au carrefour de plein de disciplines différentes, la physiologie du mouvement, le travail musculaire, les neurosciences comportementales et cognitives, savoir comment l'individu bouge, mais comment il met en place cette action, quelles sont ses intentions au départ. Donc c'est très riche. Le contrôle postural, on dit donc que c'est une intégration qui se base sur plein de sens différents, une intégration multisensorielle. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir une première étape qu'on connaît peu en science, qui est celle de prédire justement son action, d'anticiper ce qu'il décide de faire. Il a un modèle interne et ce modèle interne, vous voyez que dans la science, on a montré que les experts avaient une très forte capacité à détecter la gravité et à contrôler leur posture selon ce modèle interne. Il va surveiller effectivement au travers de plein d'entrées que je vous ai remises ici, la vision bien entendu, le vestibule dont on parle beaucoup pour détecter la gravité justement et la vitesse angulaire de déplacement, mais on oublie souvent justement l'appareil cutané, l'importance du pied dans tout ça. Donc moi en tant que podologue, je m'y suis un peu plus attaché bien entendu, mais ce sont toutes ces informations, pas l'une plus que l'autre au départ, qui permet de corriger sa posture et de prévoir son activité, de contrôler ses déplacements et d'adopter à ce moment-là un travail musculaire qui va être adapté. Alors vous le voyez, effectivement, j'ai mis quelques références, mais c'est vraiment une liste non exhaustive des gens qui ont étudié la posture dans les autres sports. Dernièrement, mon collègue à Valenciennes qui a étudié les stimulations plantaires sur des handballeuses, par exemple, et puis bien sûr Agnès Olivier et moi-même qui nous sommes demandé, justement, puisqu'il n'y avait rien de connu à ce niveau-là, si le cavalier et la cavalière étaient une experte au niveau de son contrôle de l'équilibre, et on a retrouvé effectivement ces résultats qu'on a publiés en 2019. Mais je vous ai remis aussi les différentes revues de littérature de Paillard qui sont très récentes, et pour ceux que cela intéresse d'aller un petit peu plus au fond des choses, n'hésitez pas à aller chercher ces revues de littérature de Thierry Paillard, qui en plus est un chercheur français, cocorico, et qui a très bien décrit, et dont je m'inspire beaucoup avec Agnès pour notre méthodologie expérimentale. Alors, ce qu'il faut retenir, je ne vais pas aller plus avant sur tout ce qui est scientifique, mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que le contrôle postural a un rôle qu'on dit statique, jamais statique. En fait, on est toujours en train d'essayer de contrôler notre propre déséquilibre, et contrôler ce propre déséquilibre, c'est une activité qui prépare le corps au mouvement. Le professeur Buisset de notre université de Paris-Saclay a très bien démontré d'ailleurs que ces petits ajustements posturaux anticipateurs sont prédictifs de notre longueur de pas, de notre vitesse de pas par exemple. Donc il y a une vraie transition de la posture vers le mouvement, et c'est ce modèle interne, notre contrôle postural, qui permet de préparer à tout ça. Donc ce contrôle postural a un rôle avant tout qui est dynamique, c'est un support
à notre activité motrice. Et je vous ai mis entre parenthèses quelque chose qui va nous intéresser en équitation, c'est que l'on va étudier les différents sports, et en particulier l'équitation, par rapport aux orientations préférentielles que le cavalier ou la cavalière vont avoir. Donc le but est bien sûr de rétablir notre équilibre après des perturbations induites par le cheval comme induites par l'environnement. J'espère que le son est bien, mais sinon n'hésitez pas à me reprendre sur le son. Et pour Maxime, on va l'évoquer plus tard, vous allez voir. Alors, avant de vous montrer les différentes étapes du bilan, il faut que je vous explique un petit peu les outils. Parce que les outils sont bien entendu ceux qui nous permettent d'avoir des mesures tout à fait objectives de ce contrôle postural. Et ce qui est très intéressant, et ça a été démontré il y a très longtemps, même avant 98, mais on sait que l'humain va avoir un centre de masse que l'on peut étudier. Et alors, il y a un petit problème de cadrage des slides, me dit-on. On les voit très bien. Non, on les voit très bien. Je pense que ça doit être chez vous. Ah, c'est revenu, voilà. C'est chez chaque personne. Très bien. Alors, donc l'outil, on va dire, phare dans notre bilan postural, c'est cette plateforme de force qui va nous permettre, en fait, d'avoir une idée de la projection du centre de gravité du sujet. Comme vous le voyez sur ce stabilogramme, vous avez un premier tracé qui a une dispersion qui est très forte, qui est justement ce centre de pression qui est analysé par la plateforme. Et en fait, effectivement, lorsqu'on analyse le centre de gravité par un système optique, eh bien, on se rend compte que ce centre de gravité et ce centre de pression se répondent tout à fait. Ils se répondent tout à fait, et tant et si bien que en fait, le centre des pressions que l'on analyse sur la plateforme est comme un chien de berger. C'est-à-dire qu'on va avoir une idée de ce qu'il met en place pour essayer de s'équilibrer et de rester tout à fait droit. Alors, par la suite, justement, il y a plusieurs spécialistes, donc je parlais de scientifiques fondamentalistes qui ont étudié aussi la posture. On est vite arrivé sur un axe principal, visio-podal, que Jean-Pierre Roll et sa femme Régine ont bien sûr énormément évoqué. Ce sont des scientifiques du CNRS à Marseille qui ont énormément étudié la proprioception, tout le système qui nous permet de percevoir notre corps. Et ils ont mis en évidence qu'effectivement, la vision et les informations plantaires sont un axe vraiment primordial à étudier. Alors vous allez le voir sur quelques études qui sont aujourd'hui citées, recitées un nombre de fois incalculable en sciences, qu'elles soient une science fondamentale ou clinique. C'est d'abord que suite à sa rencontre avec Philippe Villeneuve, qui disait écoutez, moi sur mes semelles, j'arrive à contrôler la posture et à corriger la posture en mettant des stimulations plantaires, des reliefs, en avant, en arrière, que sur un pied, si j'objective que la personne est un petit peu déséquilibrée ou asymétrique. Alors il s'est dit, on va analyser ces stimulations, et moi je veux savoir si effectivement tu dis vrai. Donc il a appliqué, comme vous le voyez ici, alors je vais utiliser un petit pointeur pour vous expliquer. Ah, alors... je suis nul, je vais y arriver. Voilà. Alors, vous avez, par exemple, lorsqu'il a fait des stimulations sur le talon, eh bien, les gens se déplaçaient vers l'avant. Lorsqu'il a appliqué des stimulations sur l'avant-pied, les gens se déplaçaient en arrière. Et ensuite, effectivement, vous aviez des effets contralatéraux. Et tout cela, le résultat était à chaque fois le même, de façon significative, avec un effet, donc, des stimulations plantaires qui étaient prédictibles et orientées. Donc on peut prévoir notre travail normalement en sachant à quel endroit on va stimuler le pied du sujet.
chose beaucoup plus intéressante sur cette proprioception et sur ce contrôle, et c'est là où il a relié les informations distales du membre inférieur et également la vision, c'est que lorsque par exemple il appliquait une stimulation ici sur le tibial antérieur à votre gauche, eh bien la personne était fixe, attachée, et juste en stimulant le tibial antérieur, elle avait l'impression que la cible visuelle lumineuse montait. Et bien entendu, si vous faisiez une stimulation du solaire, vous aviez cette cible qui descendait. Et si vous preniez les muscles rotateurs, cette fois-ci, latéraux, eh bien nous avions également la cible qui se déplaçait de façon latérale. Donc on a une vraie connexion entre ce qui se passe en bas et ce qui se passe au niveau de la vision et de notre perception de notre environnement. Alors il disait cette phrase que l'on aime beaucoup, nous, en tant que podologue, que les muscles extrinsèques du pied contribuent au transport de la rétine dans l'espace, au même titre que les muscles extraoculaires étaient des muscles moteurs oculaires. Donc nos muscles de la cheville sont des muscles oculaires. Donc c'est assez joli à dire, et c'est dire quelle est l'importance de contrôler le corps humain de façon globale. Alors, partant de ces travaux, certains de mes collègues, comme Arnaud Foisy, podologue qui a fait sa thèse au CNRS à Paris-Descartes, au groupe de la vision d'ailleurs, a démontré justement, il a fait plusieurs études au départ où il a montré le lien entre les stimulations plantaires et les modifications bénéfiques sur l'oculomotricité, en particulier cet élément que vous voyez qui était l'élément médio interne qu'il avait mis d'ailleurs sur les deux pieds au départ, et une dernière étude que j'aime beaucoup, qui nous montre justement le lien avec ce dont on parlait au départ, qui est cette perception de notre corps dans l'espace, ce modèle interne, ou schéma corporel, comme d'autres le nomment, et en mettant un élément que sur le pied, sur l'un des deux pieds, sur le pied dominant en l'occurrence, les gens qu'ils mettaient dans une chambre noire avec projection d'un laser, ceux qui n'avaient pas une bonne perception de leur corps dans l'espace faisaient des erreurs. C'est-à-dire que quand on leur demandait de ramener ce laser à zéro, cette perception de la verticale, ils n'y arrivaient pas. Si on mettait une stimulation plantaire, à ce moment-là, ils arrivaient à corriger et à bien percevoir leur corps dans l'espace et à bien percevoir la verticale gravitaire. Voilà, j'espère que je suis assez simple dans mes termes et que c'est compréhensible pour tout le monde. Sinon, n'hésitez pas à me demander d'expliquer un petit peu plus avant, mais sinon on le fera dans les questions, bien entendu. Alors nous, au niveau clinique, on va utiliser des tests cliniques, bien sûr, qui se reposent sur la littérature. On en a un qu'on essaye de valider aujourd'hui et dont la métrologie a été particulièrement validée au niveau lombaire, mais que l'on va essayer de valider à tous les étages, parce que c'est un screening du corps humain qui va avoir un grand intérêt pour le cavalier. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Mais on va essayer de détecter, nous, en tant que cliniciens, quels sont les niveaux de dysfonction posturale que peut nous présenter un sujet. On va étudier en fait la biomécanique, la cinétique du mouvement rachidien, du corps humain, mais en rapport aussi avec les pieds, puisque si quelqu'un parfois a des douleurs au niveau plantaire, on va se rendre compte que il va mettre en place un certain nombre de réglages toniques de ses muscles pour éviter d'avoir mal, qui vont être en lien parfois avec des douleurs podales. Mais nous, ce screening de départ, c'est dire qu'est-ce qui se passe au niveau du rachis, au niveau cervical, au niveau thoracique, au niveau lombaire, à tous les étages, et savoir si la personne fait bien le mouvement dans le bon sens. Alors je rentre pas dans les détails du mouvement, bien sûr, même si je sais que s'il y a des amis podologues ou kinésithérapeutes ou médecins, ils vont me demander des détails, mais je vais simplement expliquer cette méta-analyse qui m'a paru vraiment essentielle et qui a bien résumé l'importance de regarder ce tonus rachidien. C'est le test de latéroflexion. Donc cette revue de littérature avec méta-analyse a montré que ce test de latéroflexion était le seul qui avait la capacité de détecter si une lombalgie pouvait arriver dans les 12 mois. Alors il y avait quelques autres indices qui étaient la délordose lombaire et l'amplitude des ischio-jambiers, mais qui expliquaient vraiment un très très faible pourcentage,
alors que là, vous voyez que la probabilité est extrêmement forte. Alors bien sûr, dans notre bilan, on va faire cet examen flash, hein, on va essayer de regarder quelle est la morphologie de chaque cavalier, de chaque cavalière. Est-ce qu'elle présente déjà structurellement des choses qui peuvent impacter son contrôle postural, hein. C'est deux choses différentes, hein. Analyser la posture d'un sujet, c'est analyser sa morphologie, et ça, attention, c'est pas du contrôle postural. Et analyser son contrôle postural, bah, c'est la plateforme de force, etc., comme vous le verrez sur les deux cas pratiques que je vais vous exposer par la suite. Alors, ces deux cas pratiques sont... j'ai choisi un cas pratique qui est un cas d'un cavalier amateur élite, et ensuite vous verrez un cavalier expert. Et vous verrez que on peut tout à fait avoir une importance, nous, en tant que podologue, mais bien sûr, je n'oublie pas mes chers confrères et consoeurs, kinésithérapeutes ou autres, hein, mais il faut vraiment qu'on ait une conscience globale du corps humain. Donc ce cavalier amateur élite, lorsqu'on l'a vu la première fois, il présentait effectivement des lombalgies chroniques, hein, avec une douleur évaluée à 5 sur 10, des gonalgies, des douleurs au niveau du genou à droite à 7 sur 10, et bien entendu une douleur podale, c'est pour ça qu'il m'a intéressé, de la première métatarsophalagienne à la première articulation du pied, hein, de l'allus, ou on dit plus vulgairement le gros orteil, qui était évalué à 6. Et effectivement, lorsqu'on regarde sa latéroflexion au niveau rachidien, on se rend compte que c'est quelqu'un qui, au niveau rachidien, va avoir un certain nombre de dysfonctions au niveau lombaire, au niveau thoracique, au niveau cervical de ce côté droit. Et lorsqu'on le revoit à 3-4 mois, eh bien on se rend compte que notre stimulation plantaire a non seulement eu une grande importance sur la régulation tonique rachidienne, mais également bien sûr sur la douleur podale. Et avec un cavalier, bien sûr, qui se sentait beaucoup mieux également à cheval, hein. Alors au niveau de sa morphologie, on avait quelqu'un justement qui avait une certaine inflexion postérieure du corps, donc cette tonicité se reflétait un petit peu dans cette analyse flash morphologique au départ, avec un certain nombre de degrés de lordose lombaire et de syphose thoracique, et puis on se rend compte que après les 2 mois de stimulation plantaire, eh bien, c'est quelqu'un qui, cette fois-ci, n'a plus d'inflexion postérieure et qui a régulé un petit peu sa tonicité au niveau des différents étages. De face également, on voit que c'est quelqu'un qui avait justement une asymétrie avec une certaine bascule pelvienne, mais sans réel, bien sûr, on avait contrôlé, il n'y avait pas d'inégalité de longueur du membre inférieur, mais il montrait une attitude particulière au niveau de son bassin. Et lorsque l'on l'a revu, bien effectivement, il s'est beaucoup mieux adapté à tous les étages. Alors, ce qui est important pour nous, c'est beaucoup plus objectif parce qu'il faut avoir une certaine retenue, une certaine mesure sur ces examens flash, hein, sur ces examens morphologiques. On est vraiment là juste dans les examens morphologiques pour détecter vraiment des choses structurelles gênantes, ce qui n'était pas trop le cas sur cet amateur élite. En revanche, sur la plateforme, là, on va analyser vraiment le niveau du contrôle postural du sujet. Et on voit, à gauche, vous voyez, lorsqu'on l'a vu la première fois, qu'il a une surface d'oscillation qui est de 124 mm², une longueur d'oscillation qui est de 386 mm, et lorsqu'on le revoit, eh bien, effectivement, les oscillations ont diminué, la longueur d'oscillation a diminué, mais effectivement, on a des choses encore à contrôler. C'est quelqu'un qui a encore quelques plaintes, qui a encore quelques douleurs plantaires. Vous le voyez d'ailleurs sur les empreintes, parce que dans cette plateforme, on a un contrôle postural, mais on a également une nappe de capteur de pression qui permet de voir qu'au niveau de ces empreintes, il y a encore des asymétries. Mais en tous les cas, si on a moins d'oscillations posturales, si elles sont mieux contrôlées, normalement, donc, on a moins de fatigue musculaire, comme dit Maxime. Attention quand même, parce qu'on a des sujets qui sont dans une certaine chronicité, parfois,
et qui se mettent aussi en hyper-contrôle. Mais c'est un autre sujet. Mais cette fois-ci, on va le regarder en particulier justement sur les autres paramètres qui sont en dessous, qui sont la vitesse moyenne, la variation de vitesse, la variation de vitesse dans le plan antéro-postérieur. C'est des paramètres de cette fois-ci vraiment de niveau de contrôle, parce que la surface d'oscillation, c'est la performance. Mais voir quelle est la variation de vitesse, quels sont les petits coups d'accélérateur que la personne met pour se stabiliser, bah là, il y a une dimension énergétique qui est importante. Donc quand on a des gens qui ont des douleurs chroniques, on cherche aussi à diminuer ces paramètres, comme c'est le cas ici sur ce cavalier. Alors, on a étudié aussi ce sujet sur différentes conditions. Je vais vous montrer ici, on avait également des plateaux dynamiques, des plateaux d'instabilité ou plateaux dynamiques de Bessou, comme ils sont appelés en sciences, et on va chercher à déstabiliser le sujet selon différentes orientations. Soit dans une orientation, comme vous le voyez ici, antéro-postérieure, d'avant en arrière, ou nous pouvons avoir également le plateau mis sur la partie latérale pour créer des instabilités latéraux-latérales, gauche-droite. Chez le cavalier, durant nos études avec Agnès, on s'est rendu compte très vite, et ça n'est pas anodin, que nos cavaliers, lorsqu'on les compare à d'autres populations sportives, on les a comparés à des footballeurs professionnels, footballeuses professionnelles d'ailleurs, hein, c'était au départ l'équipe de France de dressage U25 avec des footballeuses professionnelles de première division, et on a comparé ensuite dans une autre étude d'une population qui est très connue pour avoir un magnifique équilibre, qui sont les judokas. Donc on a pris des judokas internationaux, l'équipe de France ou olympique, et on les a comparés à nos cavaliers, et donc effectivement on s'est rendu compte très vite que dans le sens antéro-postérieur, les cavaliers étaient meilleurs. Il y a quelque chose qui là est très très sympathique à dire, c'est que certainement que la prédiction de ces instabilités du cheval sont particulièrement présentes dans ce sens-là, et que a priori on a quelque chose qui se transpose sur le contrôle postural debout. Donc comme je dis souvent un peu en rigolant, je peux détecter quelle est l'expertise du cavalier finalement dans mon cabinet, ou sur le terrain, sans pour autant le mettre à cheval. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui, pour moi, dans mon suivi, est très important, parce que si je vois demain un cavalier qui, tout à coup, devient moins performant dans ce sens-là, ou devient plus performant dans l'autre, c'est qu'effectivement, il y a des adaptations ou des compensations qui seront à analyser, moi, en tant que clinicien, cette fois-ci. Donc, vous le voyez, excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière, on peut avoir aussi, voilà, quelque chose d'un petit peu plus spécifique au cavalier, et là je vous inviterai effectivement à voir la publication que l'on a faite avec Agnès, et surtout les deux autres qui arriveront par la suite, de comparaison avec les autres populations sportives. Alors ce cavalier haut niveau, il était intéressant également, pourquoi? Parce que il avait des lombalgies chroniques. Encore une fois, c'était quelqu'un à qui on avait mis justement un traitement, on avait préconisé un traitement très adapté. C'est quelqu'un qui est très actif, qui fait beaucoup de préparation physique, mais il nous présentait lors du bilan des lombalgies quand même évaluées à 7 sur 10, donc quelque chose que l'on sait être très présent en équitation. Alors, pour ceux qui ont vu le live sur la préparation physique avec le docteur Eric Favori, il a dit bien sûr à juste titre que les cavaliers n'avaient pas plus de lombalgie que la population normale, mais je trouve très intéressant de se rendre compte que pour les cavaliers, ces lombalgies sont quand même présentes à 64%, alors que dans les autres sports, les régions qui sont touchées les régions les plus touchées sont plutôt présentes à 30 ou 35%. Donc là, chez le cavalier, il y a quelque chose que j'aime beaucoup étudier, qui est que justement, lorsqu'on les analyse debout, on se rend compte qu'ils perdent un petit peu pied. Si vous analysez un footballeur ou un handballeur, il perd souvent la capacité à se tenir sur une jambe, d'un côté ou de l'autre, préférentiellement, souvent son pied pilier, sa jambe d'appui ou sa jambe d'appel, alors que chez le cavalier, c'est souvent les deux, où nous avons des tests unipodaux sur une jambe qui se trouvent détériorés. Et chez ce sujet, effectivement, on avait ce type de problème,
on avait une difficulté du coup qui se matérialisait aussi lorsqu'on analysait sa course, puisque c'est quelqu'un qui court beaucoup à côté. Et on a effectivement des dysfonctions quand même assez présentes au niveau rachidien, et qu'on a réussi effectivement avec les stimulations plantaires et pour ce sujet une préparation physique où on a beaucoup discuté avec le préparateur physique et il a fait énormément de travail justement proprioceptif chez ce cavalier de haut niveau, on a réussi à diminuer les symptômes. Alors j'espère que c'est assez clair dans les... malheureusement je pensais que je pourrais animer mon PowerPoint, mais c'est pas le cas. Mais ce que je vous montre ici, c'est que chez ce sujet, on avait une asymétrie de 10 mm environ, que l'on a réussi à réduire à 2 mm. Alors qu'au départ, c'était quelqu'un à qui on avait préconisé plutôt une talonnette, alors que son asymétrie était plutôt perceptive par rapport à son corps dans l'espace, et la bascule pelvienne n'était pas une vraie inégalité de longueur. On a réussi donc à stabiliser ce sujet au niveau de son contrôle postural et à limiter son asymétrie tonique posturale. Donc là, vous voyez un condensé donc des résultats avant et après notre traitement par orthèse plantaire et préparation physique. Nous avions un équilibre qui était de 208 mm² et qui a diminué à 126 mm² d'oscillation. Donc quand on diminue les oscillations, on a un gain de contrôle. Les asymétries, bien sûr, l'asymétrie donc globale qui a diminué. Et justement, sur ce plateau dynamique antéro-postérieur, celui auquel on attache beaucoup d'importance en équitation, on a eu de bons résultats, mais finalement on a eu de bons résultats aussi lorsque on a essayé de le déstabiliser sur le plateau médiolatéral. Et en monopodal, eh bien, on a amélioré grandement, en particulier son pied d'appui gauche, qui était d'ailleurs non seulement instable, une mauvaise proprioception, mais aussi avec une gonalgie dont il ne nous avait pas parlé au départ, dont il m'a parlé ensuite lors de l'examen de contrôle, et qui effectivement ne vient pas en tous les cas se réveiller à cheval, mais bien se réveiller lorsqu'il fait sa préparation physique à côté de l'équitation. Alors pour finir cette webconférence, comme je vous disais, on va avoir un certain nombre de publications qui vont parler de cette comparaison d'experts. Il nous paraissait important de montrer que les cavaliers, même debout, ont une expertise de leur contrôle postural. On a aussi énormément de choses que l'on voudrait amener dans d'autres publications, puisque on se rend compte effectivement dans la première publication qu'on a publiée, mais dans les autres également, qu'il y a une certaine indépendance aux informations visuelles, sauf effectivement lorsqu'on les a comparés par exemple aux judokas internationaux, où ils sont meilleurs que la population contrôle, qui n'est pas sportive, mais ils sont moins bons que les judokas par exemple. Donc, je pense qu'il y a des optimisations du travail de préparation physique à faire, et c'est d'ailleurs le sens dans la webconférence qu'a fait Agnès Olivier sur notre étude sur la préparation physique à l'école militaire d'équitation, où on a pu montrer que non seulement on améliorait la stabilité dans le plan antéro-postérieur, mais on améliorait la stabilité les yeux fermés. Et c'est ça qu'on recherche beaucoup aujourd'hui. Alors, il y a aussi plein d'autres choses. Je voyais Maxime qui parlait des préférences motrices. Aujourd'hui, on a des outils, justement, les préférences motrices. Moi, je préfère parler aujourd'hui de variabilité interindividuelle. C'est ainsi qu'elle est nommée en sciences fondamentales. C'est un topic qui est très à la mode, effectivement, et on cherche à relier, justement, le cognitif et le moteur. Et cette variabilité interindividuelle, effectivement, elle va passer par un certain nombre de tests psychométriques, comportementaux, où on va chercher à savoir si le comportement, le caractère d'une personne influe sur la façon de bouger. Il y a une doctorante chez nous au laboratoire, par exemple, qui a montré que sur des tâches de pointage, sur de la marche, on a un lien très fort, effectivement, entre la psychométrie, le comportement de l'individu et la perception qu'il a d'ailleurs de son environnement et des autres sujets. On a le laboratoire de Nantes, pour ceux qui ont entendu parler de cette étude, qui a montré que justement, en fait, cette variabilité interindividuelle était quasiment absolue. Sur 80 sujets, ils avaient tous une façon de marcher, une façon de pédaler totalement différente.
Donc, dans les effets dans la pratique, aujourd'hui, les prochains projets de recherche que l'on va mettre en place avec Agnès sont essayer de vraiment montrer le lien qu'il y a entre la posture et le mouvement chez le cavalier, en particulier, puisque ça a été fait dans d'autres sports, mais chez le cavalier, tout reste à faire. Et puis surtout, comme vous l'avez vu au travers de ces 2 cas cliniques, on a certainement une étude à faire des asymétries toniques posturales sur la pratique. Et savoir, je le dis souvent comme ça de façon vulgarisée, où placer le curseur, parce qu'on a tous des asymétries naturelles, des façons de fonctionner avec des dominances latérales de la main, du pied, de l'œil dominant, même de l'oreille interne dominante, et tout ça, c'est très difficile aujourd'hui, nous, en sciences, de savoir où placer le curseur pour savoir à quel moment le cavalier ou la cavalière ne va plus faire le geste d'une façon correcte. Donc, bien sûr, moi, en tant que podologue, j'aimerais que ces projets puissent répondre aussi à l'intérêt de nos stimulations plantaires, parce que je pense qu'il y a un grand intérêt à coupler cette préparation à des stimulations plantaires qui ne sont pas du tout dépendantes pour le sujet, qui peuvent être des traitements tout à fait temporaires, pour simplement optimiser cette perception de son corps et son action. Alors, j'espère que j'ai été relativement clair. On va passer bientôt à la session de questions, mais je tenais bien sûr à remercier mes chers collègues Frédéric Viseux, Pierre-Olivier Morin, podologue également, Pierre-Olivier qui est rentré en thèse, qui a fait le master avec moi, Frédéric qui vient de soutenir sa thèse sur les stimulations plantaires chez les handballeuses, chez des fibromyalgiques, et qui va certainement être très intéressé par nos études sur les lombalgies chroniques, et qui va lui-même les étudier, ça j'en suis persuadé. Le docteur Pierre-Marie Gaget, bien sûr, et son neveu, qui, malgré ses 94 ans, ont fait cet effort, et j'espère qu'on arrivera à faire la même chose, fait cet effort de didactique, de transmission des informations scientifiques, de nos connaissances vers le terrain, mais surtout aussi de montrer que ce sont les hypothèses de terrain, les gens de terrain qui vous permettent aujourd'hui de nous poser des questions et d'avancer. Voilà, merci beaucoup. Vous nous permettent aujourd'hui de nous poser des questions et d'avancer. Voilà, merci beaucoup à tous.